Je vous propose de démarrer. Donc, je fais une petite introduction très générale, comme d'habitude. Ça laissera le temps aux retardataires de se connecter. Ok, Donc, bienvenue à tous pour cette nouvelle édition des Jeudis de la FGC. Euh, donc, quelques mots un peu génériques sur notre association et en particulier le programme des Jeudis de la FGC. Donc, aujourd'hui, on va vous parler des travaux d'élargissement du partie BFUB sur le pont de la Villeneuve à Brest pour le passage d'un tram. Je laisserai Azouz Ziad se présenter au démarrage. Ensuite, on va faire une pause au mois d'août, comme beaucoup, et on reprend le 3 septembre pour une session qui sera consacrée à des viaducs à Boussard préfabriqués construits à l'avancement avec emballage provisoire. C'est sur la ligne de vitesse en Angleterre. Et donc, ça sera encore une fois quelqu'un de Sistra, Mathieu Muls, et quelqu'un de Vinci, Philippe Moine. tout à fait. Euh, le 10, ensuite, au début octobre, le 10, attendez, je dis des bêtises, le 10 septembre, oui, on a ajouté une session complémentaire entre deux jeudis, le 10 septembre. On fera la deuxième session de présentation des prix jaunes à FGC. Vous savez qu'on a remis cette année lors des journées GC les lauréats pour le prix jaune. On a déjà fait une première session au mois d'avril, je crois, de présentation des projets. Et donc, il restait deux projets, celui d'Émile Loquet, qui a eu le Grand Prix du public, et celui de Pierre Morénon, qui a eu le Grand Prix tout court, donc sur Notre-Dame. Donc, ils nous feront la présentation de leurs travaux le 10 septembre. Et puis, donc, le 1er octobre, nous aurons une session qui sera consacrée à la réflexion du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Donc, c'est à Montréal, au Québec, et des travaux assez spécifiques dans un environnement, bien entendu, très, très particulier. Et donc pour tous ces webinaires, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. C'est en ligne sur le site AFJC. Vous pouvez trouver tous les renseignements et vous inscrire. Début novembre, on aura un webinaire sur la déconstruction des AO réfrigérants d'Eurodif. Ce sera par EDF. Il me manque encore le nom du conférencier, un peu de présentation. Donc là, celui-ci, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais on a un petit peu de temps devant nous. Donc voilà, donc un programme bien Et la chargé. place de Prestin était avant. Et on a pas mal de sujets en réserve pour vous préparer une belle année 2027. Euh, Donc, comme d'habitude, je vous rappelle que tous les webinaires passés sont visibles en replay sur le site de la FJC. Donc, je vous encourage à aller voir. Il y a plein de choses avec des sujets très, très divers et variés. Et sur le site, vous trouverez aussi toutes les manifestations actuellement proposées par les délégations régionales. Elles sont nombreuses, il y en a un peu partout en France, des visites de chantier, des conférences, etc., dans ce mois de juin, mais aussi à la rentrée. Septembre, octobre, ça sera très riche. Il y a beaucoup de choses qui vous sont proposées et chacun devrait pouvoir y trouver un intérêt. Je termine en disant que si par malheur vous n'aviez pas réglé votre cotisation à la FGC, n'oubliez pas de le faire rapidement. D'abord parce que ça fera du bien à notre budget, et secondement parce que donc à partir de fin juillet, on annule les comptes qui ne sont pas à jour. Donc si vous n'avez pas réglé, vous ne serez plus considéré comme membre et vous n'aurez plus accès à certaines parties du site AFJC. Voilà. En ce qui me concerne, donc pour tout vous dire, je suis à Paris puisqu'on avait des réunions à la Maison des Ponts, des réunions de la FGC aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Donc je serai obligé de partir vers 18 heures, mais Benjamin qui est avec nous, que je remercie vivement, va gérer la fin du webinaire, en particulier les questions que vous pourriez poser. Donc si vous avez des questions, vous les mettez dans le fil de discussion et puis on vous passera la parole à la fin de l'exposé. Voilà, eh bien, je vais passer la parole à Azouz et à Ziad pour se présenter et puis pour attaquer cette session sur le pont de Brest. À vous. Merci Merci de votre Didier. préparation. Merci beaucoup Didier. Bonjour à tous.
Donc, pour vous présenter ce beau sujet là sur cet élargissement en BFUP du pont de la Villeneuve à Brest, je suis donc moi Ziad Ajor avec mes collègues donc Azouz Bedoui et Guillaume Blin. On va faire ça à trois, hein. Ça sera plus animé, hein, on va dire. Et puis, donc le sujet est assez intéressant, on va dire, hein, parce que c'est en même temps un élargissement, mais un renforcement avec toutes les techniques de renforcement, de la précontrainte additionnelle, du renfort composite, de la précontrainte, par-bar, etc. Pour ce projet, donc, il est comment? Il s'inscrit dans le cadre de la ligne B du métro du tram de la ligne B, du tram de Brest. Donc, avec le maître d'ouvrage qui est la ville de Brest. Le groupement de maîtrise d'œuvre, donc constitué de Sistra et SCE principalement, avec, je ne citerai pas tout le monde, et en entreprise, du moins pour cet ouvrage-là, donc il y avait WIG, VSL, c'est ça. Voilà. Bon, quoi dire d'autre en introduction? Euh, Bon, je pense que j'ai dit l'essentiel, donc on va pouvoir avancer, je pense, et je passerai la parole à Azou dans un premier temps pour faire une présentation générale de l'ouvrage. Si, juste, j'ai oublié de dire un truc, c'est que sur cette ligne de tram, il y avait 5 ouvrages, en gros, euh, dont 2 vraiment importants. Donc, il y a celui-là, Pont de la Villeneuve, qui est un ouvrage existant, élargi et renforcé. Et puis, il y avait le pont Schumann également, qui est un ouvrage important, pas un ouvrage neuf. Voilà, ouais. Voilà, Zouz, à toi. Ok, merci. Bonjour à tous. Donc, pour cette présentation, euh, on a décomposé un peu en 10 sujets. En fait, voilà. Donc, on commence par le contexte, présentation de l'ouvrage existant, l'état de l'ouvrage avant les travaux. On va en parler un peu sur les investigations qu'on a réalisées, les scénarios. Après, on aborde les scénarios d'insertion du point de vue fonctionnel et les solutions d'aménagement analysées. Alors, on va parler d'aménagement continu, notamment par rapport à l'élargissement en BFUP. Donc, par la suite, on explique les solutions d'élargissement. Voilà. On revient sur la justification d'ouvrage de point de vue général, notamment par rapport au renforcement chronochinal et le renforcement transversal. Et on termine avec quelques points particuliers par rapport aux travaux. Donc, le contexte, comme l'a dit Ziad, donc l'opération entre dans le cadre de l'extension du réseau de transport de Brest et la création de la ligne 2. De ce cadre, nous, Sistra SE, et on est maître d'œuvre général sur l'opération. Dans le cadre de cette opération, il y avait 5 ouvrages, dont 2 neufs et 3 ouvrages existants à renforcer. Et ça fait partie, du pont de la Villeneuve, ça fait partie des ouvrages à renforcer. Donc, l'ouvrage, on a une c'est un ouvrage construit en 1983. C'est un ouvrage du type monocaisson en béton précontraint en terre variable. Donc, 2,50 m à la clé et 5,20 en pile. C'est des voussoirs collés en place. L'ouvrage est composé de trois travées. Travée centrale de 90 mètres et de 2 travées de rive de 54 mètres de portée. Alors, on a 2 piles dans la rivière. Donc, le P2, c'est voilà, de l'entière d'ordre de 15 mètres et la P3, c'est d'ordre de 14 mètres. Donc, pour cette ouvrage, on a de la chance quand même, on a récupéré un dossier de recollement assez complet, assez détaillé. Donc, l'ouvrage qui est complété contrainte longitudinale est assuré par sur pile 2 fois 24 câbles 2T15 et on travée centrale 12 fois 12 câbles 2T15. Au niveau des appuis, donc l'ouvrage, on a un appui fixe au niveau de l'appui P2, des appuis
appui multidirectionnel au niveau côté avant et unidirectionnel côté transversalement, côté aval. Globalement, l'ouvrage est en bon état. Et, donc, il y a vraiment l'état très conservé de l'ouvrage. Alors, dans le cadre de notre mission, on a laissé plusieurs programmes d'investigation et diagnostic. Donc, mis à part les investigations et visites sur site, on a réalisé deux campagnes de prélèvement sur le béton, sur les aciers. Donc, notamment pour la partie tablier. Donc, on a réalisé 6 carottes. Non, par exemple, pour le tablier, c'est 8 carottes réparties tout le long du tablier. Donc, on arrive à une résistance moyenne de 44 MPa. Et au niveau des piles, c'est également 8 carottes sur le dessus des deux piles. Piles. Et on est sur 36 MPa sur la P2 et environ 40 MPa au niveau de P3. On a également des reconnaissances des aciers passifs. On a réalisé relevé topographique et géométrie globalement des tabliers. Ça, c'est important par rapport au renforcement et l'implantation de la dalle BFIP. Et relevé d'épaisseur, des enrobés pour voir un peu l'épaisseur et s'assurer sur le nivellement de l'ouvrage. Je vais revenir là-dessus parce que quand même il y a quelques rex, notamment sur le relevé de la géométrie. J'expliquerai tout à l'heure. Juste précision, on a réalisé deux campagnes en 2021 et 2022 parce que 2021, on n'était pas sûr sur quelques trillements, quelques caractéristiques. On a confirmé par rapport à la campagne 2022. Également, pour l'appel contrainte, qui fait utiliser essais à l'arbalète sur ces câbles, 3 câbles de fluo, 3 câbles d'éclisse. Au niveau des câbles de fluo, on arrive à 150 kN par torrent, avec une perte à peu près de 25% depuis la construction de l'ouvrage. Et au niveau des câbles d'éclisse, on arrive à 148 kN et on est sur le même ordre de perte. Donc, à la suite de ça, qu'on a une vision globale sur l'ouvrage. Donc, à la notification des marchés, donc on est arrivé avec cette solution. Donc, c'est l'ouvrage avec une circulation banalisée au mixte. Donc, circulation sur les plateformes tramway, de tram et circulation routière. Et à la notification, il y avait deux contraintes qui étaient apparues ou exprimées, notamment sur le maintien de la circulation routière sur l'ouvrage à la situation actuelle. Ça fait une chaussée de 8 mètres. Et principalement de conservation de la circulation le plus fluide possible des véhicules de secours, parce qu'il y a un hôpital à côté de l'ouvrage. Et à ce moment-là, donc, cette configuration n'est pas compatible, notamment vis-à-vis de la circulation des véhicules de secours. Et là, il y avait plusieurs scénarios d'insertion. On est sur l'insertion fonctionnelle sur l'ouvrage. Et donc, plusieurs solutions étudiées. Donc, cette solution, le premier scénario, c'est garder la même configuration de T2P, mais prévoir une voie dédiée aux voies de secours. Le scénario 2, élargissement, et également garder circulation banalisée, circulation routière avec le tramway, mais éventuellement l'intervention des véhicules de secours sur les pistes cyclables. Scénario 3, c'est construction d'une passerelle indépendante avec circulation banalisée pour la circulation routière avec des voies dédiées aux voies de secours. Scénario 3 bis, c'est pareil, mais par contre, on est là, c'est propre tramway avec circulation routière et avec possibilité d'intervention du secours. Et après, on a le scénario 4, là où il y avait beaucoup de travail, donc il y a l'exploitation de tram. Donc, garder juste une voie unique pour le tramway, à double sens, et garder la même largeur de la chaussée, l'état actuel, sur 8 mètres, et une voie verte. Après une analyse de multicritères, et après concertation avec tout l'ensemble des intervenants, et cette solution qui était retenue, donc soit la solution scénario 4,
solution avec une voie unique de tramway avec élargissement des tabliers. Donc, l'avantage de cette solution, c'est bien évidemment donc, impact minimal sur la solution actuelle, donc on est quasiment pareil. Aucun impact sur l'espace protégé de Penfeld, donc on n'aura pas des applis dans les cas des passerelles, donc il n'y aura pas d'appli. Et superficialité de la voie verte vis-à-vis des véhicules de secours. Donc on a une voie verte, son intervention, son circulation entière. Donc, à la suite de ça, c'est la configuration retenue. Donc, c'est deux voies de circulation entière avec la possibilité d'insertion de troisième position des véhicules de secours. Donc, l'ouvrage, la chaussée est assez large. Donc, comme la configuration d'aujourd'hui. Donc, avant la conception de voie, bien évidemment. Donc, il y a possibilité d'insertion de troisième voie. Voie unique tramway à double sens, donc circulation alternée, et voie verte de 3 mètres de large. Alors, à la suite de ça, donc on a lancé la réflexion sur les solutions structurelles envisagées. Donc, on avait la solution avec Bracon et la solution avec une dalle légère en bifut. Donc, les deux solutions sont analysées. Cependant, la solution avec Bracon, on a beaucoup de difficultés de cette solution. Déjà, c'est l'intervention depuis le tablier avec une hauteur de plus de 15 mètres. L'interaction, donc avec les travaux lourds pour la mise en œuvre du Bracon. La position variable des ancrages de Bracon sur le caisson. Donc, esthétiquement, c'est pas ouais, très valorisant. Efficacité de réduire de façon, en fonction de l'inclinaison des Bracons, donc on risque de voir plusieurs dimensions des Bracons. Soit on prend une dimension monétique par rapport à la configuration la plus défavorable et qui ça fait des quantités énormes, soit on prend de 200 mètres. Et notamment les impacts sur la plaie contrainte, parce que qu'on a vu tout à l'heure, donc la plaie contrainte, on a quand même assez chargé les âmes, et donc on a toujours cette difficulté de scanner pour éviter la plaie contrainte et le délai important des travaux. Donc la solution des FIP, donc on a un délai très maîtrisé et réduit, on a l'impact coût qui n'est pas négligeable, et optimisation du bilan carbone par rapport à je reviens à la solution passerelle indépendante qui n'est pas négligeable. Et avec, on a un coût d'entretien plus faible que la solution de Bracon métal. Donc, je laisse Ziad pour présenter la solution qu'on a retenue dans le FUP. Voilà, donc la solution retenue consiste en une dalle mince, nervurée transversalement, donc épaisseur 6 cm avec trois nervures, donc jusqu'à quoi 12 cm, je crois, de hauteur, et 14 puis, hein, jusqu'à 14 cm, voilà. Les dimensions, c'est en gros, c'est quoi? 3 mètres fois 3 mètres par 2 mètres de largeur. Donc de la préfa avec donc un BFUP armé au niveau des nervures principalement. Donc il y a des aciers, des aciers passifs au niveau des trois nervures, la centrale et puis les deux latérales. On a également une nervure, je dirais, en bout d'encorbellement qui sert à fixer le garde-corps. Hein, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a également donc, les aciers passifs là, qui permettent de faire le clavage avec la longue grille filante hein, sur l'ouvrage. La socialisation sont Hein, inox. les aciers sont inox, oui. Les aciers, pas tous les aciers, non? C'est pas les aciers ah ouais, qui sortent du. Ouais. On attente. OK. Après, au niveau du BFUP utilisé, donc c'est du ductal, hein, de Lafarge Holcim. Et c'est particularité, donc c'est une classe de comportement en traction T1 plutôt. Et puis, bon, résistance caractéristique ouais, supérieure à 150 MPa. Donc cette solution nous paraissait quand même assez élégante parce qu'elle permet d'une part de limiter le
le poids rajouté quoi, à l'ouvrage, et donc d'optimiser finalement les renforcements nécessaires. Et puis en même temps, c'est une solution qui garantit quand même une durabilité liée à ce matériau très performant, une durabilité également très, très appréciable. Voilà. Donc, à la suite qu'on a figé tous ces éléments sur les aménagements, donc c'est au niveau du calcul. Donc, pour la gestion d'ouvrage, on a procédé enfin, avec deux modélisations. Donc, pour la flexion longitudinale, c'est des modèles filaires de l'ensemble des tabliers avec les appuis. Donc, ça, c'est on voit bien les sections de tablier, section corrompante sur appui et la section des piles. Donc, un modèle global avec la modélisation de la plaie contrainte. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, on a quand même un dossier de recollement assez complet, mais qu'avec cette difficulté quand même de traduire les plans papier en AutoCAD, c'est un travail très très fastidieux, avec beaucoup d'itérations. Donc avec cette modélisation-là, avec les phasages qu'on a, donc de ces recollements, on a tourné le modèle jusqu'à qu'on arrive à converger avec les résultats à l'époque. Donc on a un modèle global qui correspond à l'existant. À partir de là, on a intégré toutes les charges nouvelles et on a calculé le renforcement enfin, dans le sens de la flexion longitudinale. Donc, in fine, donc, on arrive à 4 câbles de précontrainte 31 T15, gainés, protégés, donc gain PHD. Ça, on le voit le tracé de câble. Donc, il y a le tracé, le premier ancrage, il est proche de la clé, le deuxième ancrage, il est vers un tiers de tablier, c'est ça à peu près le long des ancrages, mais c'est des câbles filants. Ça, on le voit, c'est côté C4, c'est côté C0. Donc, c'est les deux superposés. Et ça, c'est en V en plan. Donc, ça, c'est au niveau des appuis. Et là, c'est les deux ancrages au niveau Déviateur. Ça, c'est les ancrages. Les ancrages, les déviateurs. Les déviateurs, on a un au niveau du pile et un au milieu. Ouais. Enfin, deux au milieu. Deux dans la travée centrale. Travail sur travail, exact. Ça, c'est les plans, quelques extraits de plans d'ancrage. Donc, on les barres des précontraintes fait barres fait 50. Ça, c'est disposé. Donc, on a 14, c'est ça, Guillaume? Et, Ouais. et, euh, et là, on a quelques photos de chantier réellement. Donc, ça, c'est le forage dans les âmes. Ça, c'est le ferraillage mis en place, coffrage et le résultat fini de chaque enfin, bloc d'ancrage. Au niveau c'est les massifs déviateurs, là, donc c'est intermédiaire au niveau de la travée. C'est des déviateurs en béton scellés, donc il n'y a pas de barre de clouage. Et ça, on le voit ici sur la photo et avec une photo plus proche. On le voit là, les contraintes transversales qu'on va prendre un peu plus tard. Et ça, au niveau du déviateur, au niveau des diaphragmes, ça c'est au niveau de la pile. Donc également, c'est en béton armé avec des scellements. On le voit un peu loin et là un peu enfin, proche. Sachant, on a déjà des réservations sur l'ouvrage existant. Donc, l'ouvrage existant, j'ai prévu une réservation pour la plaque contrainte de renforcement. Donc, on a utilisé la réservation qui était déjà en place. Donc, après, ce deuxième modèle, c'est le modèle d'éléments filés pour la flexion transversale. Donc, ça, si on a tourné le calcul, on a ces sections, à titre d'exemple, les sections déficit entre l'origine et l'état projeté. Et donc, on a défini le déficit au niveau de chaque section. Et là, on va présenter la partie renforcement transversal. Je laisse la parole à Guillaume. Donc, bonjour à tous. Donc, les renforts transversaux, donc il y a différents types. Il y a, pour résumer un petit peu les différents types qu'on va rencontrer, on a des joncs, enfin des lamelles engravées, des aciers engravés, du tissu de fibre de carbone et des barres de précontrainte transversales. Donc là, par exemple, sur la coupe du haut, côté élargissement, c'est-à-dire côté droit, je ne pas de. Ouais, c'est ça.
Côté droit, là, on a maintenu des aciers engravés, c'est-à-dire hydrodémolition pour créer des saignées, et mise en place d'acier, je ne sais plus si c'était du HA14, mais donc alors, je ne sais plus si c'était tous les 20 ou 25 cm ou 30, mais donc ça sur 200 mètres de long. Donc ça servait principalement à renforcer l'encorbellement existant vis-à-vis de la surcharge qu'on amène par l'élargissement, justement. L'autre côté, il y avait aussi un petit déficit. Alors là, c'est toujours pareil, quand on recalcule des ouvrages qui sont assez anciens, ben, on trouve des choses qu'on n'avait pas trouvées à l'époque. Donc là, on a un renforcement en carbone. Donc c'était des lamelles qui ont été faites par sciage, je crois, pour créer les saignées. On voit, voilà, d'ailleurs, on voit sur la vue en plan en dessous là, donc ouais, c'est ça. Donc les différents sur les photos, donc on voit alors côté gauche, bah, ça c'est les lamelles justement là qui ont été engravées. Et côté droit, alors c'est là on est en dessous par contre. On est dans le renforcement du ourdi supérieur en sous-face là. C'est le plafond. Et donc là c'est des bandes de tissu de fibre de carbone. Après, donc là, on est sur le ourdi inférieur. Donc, il a été renforcé aussi en face supérieure et en face inférieure, principalement par du tissu. Et dans les zones où le tissu ne suffisait plus, on a mis de la précontrainte transversale. On verra ça après, bah ici, voilà. Donc, la difficulté de ces barres là, à mettre en place, c'était que bah, on a la précontrainte longitudinale de renforcement qui est dans le tablier. Donc, il y a des zones, bon, quand elle remonte, c'est pas trop gênant, mais quand on arrive en bas, enfin, quand elle est en travée assez basse, ben, il a fallu adapter. Je regarde, je vais vous montrer, je ne vais pas parler, on le voit ici, quoi. Voilà. Et on est là, on est au-dessus. Donc, un coup, on est au-dessus, un coup, on est en dessous, suivant la zone, quoi. Les ancrages de ces barres de précontrainte transversales, donc, c'est des blocs mécano-soudés qui ont été posés, alors scellés. Enfin fixé d'abord mécaniquement, et je crois même qu'il y a eu un renfort de l'angle là vis-à-vis comment dire, de l'équilibre du coin. Donc ces barres, il n'y en a pas tant que ça quand même hein, sur la longueur de l'ouvrage, heureusement, mais là on en voit un petit peu. Ici, c'est quoi? Ouais, voilà. Après, donc il y avait les renforcements des âmes aussi. Donc là, le carbone a été mis que sur la face extérieure, pour des questions de la préparation de surface de l'intérieur. Le coffrage à l'époque n'était pas très régulier, donc ça aurait été assez, on va dire, ouvrageux de préparer la surface à l'intérieur. Donc on a préféré, enfin l'entreprise surtout, a préféré mettre en place le carbone qu'à l'extérieur. Donc ancré dans le gousset en partie haute par des mèches et en partie basse par retournement sur le ourdi inférieur. Alors, on avait un sujet au niveau des appuis parce que malgré tout, l'élargissement conduisait à une augmentation de charge d'à peu près 30% sur le côté élargi. Donc, les appareils d'appui qui étaient en place, au moins sur ce côté-là, ne suffisaient plus. Donc, ils ont tous été remplacés. Et en faisant donc les vérifications on va dire, donc, parce que le chevêtre, il est un peu particulier sur cet ouvrage. On a un chevêtre et puis on a deux gros bossages qui permettent, sur lequel viennent poser les appareils d'appui. Et donc, on avait un sujet qu'on retrouve finalement assez régulièrement sur ces ouvrages-là par rapport aux règles Eurocode. Là, c'est que l'équilibre du coin, souvent, on explose. Enfin, on devrait avoir l'ouvrage par terre si on s'en réfère au déficit qu'on trouve. Donc, l'idée là qu'on a eue, c'était si on n'avait pas augmenté la descente de charge, probablement qu'on n'aurait rien fait. Mais là, comme on a augmenté de 30%, bah, on a choisi de renforcer ce point-là, et donc on l'a renforcé de façon symétrique, même sur la zone d'appui à gauche qui n'était pas concernée. Et alors là, ça a été renforcé par des blocs béton qui ont été coulés contre les deux sommiers, et on a mis des barres de précontrainte
on va dire, pour reprendre justement cet effort de coin. Voilà, donc là, la difficulté, bon, c'est comme dans le reste de l'ouvrage, mais c'était de ne pas carotter, si possible, les armatures existantes, qui étaient déjà, enfin, qui, de mémoire, celles qui existaient, on les comptait quand même. Donc, il fallait pas les carotter, on va dire, quand on faisait ça, quoi. Oui. Donc là, pour terminer, on revient à quelques points particuliers. On passe travaux. Donc pour les réalisations, vous voyez là, donc l'échafaudage complet sur l'ensemble de l'ouvrage, pas mettre circuler sur l'ouvrage et réaliser les travaux en toute sécurité. Ça fait un ouvrage dans l'ouvrage, hein. Donc, voilà. Sur toute la longueur, ça, oui. Ouais. Quasiment sur toute la longueur. Et sachant qu'on a une contrainte de ne pas s'appuyer sur parce que le site il est protégé, que c'est Ouais. des contraintes complémentaires. Alors, pour revenir, ça c'est pour l'élargissement de la halle de fil. Qu'est-ce que j'ai dit au début? On a fait des investigations, on a fait des carottages au niveau de la chaussée. Il s'agit d'un ouvrage avec des haussoirs collés en place. Et ça, la partie-là, elle était sur la corniche en béton. Donc, on n'a pas accès, qu'on n'a pas. Là, vous voyez qu'on a déposé, on se trouve quand même assez déformé. Ça nous posait vraiment une difficulté par rapport au nivellement de la dalle. C'est un sujet, vous pensez quand même, voilà, c'est un ouvrage haussoir collé en place. Donc, c'est une difficulté pour le nivellement de la dalle, c'était quand même assez complexe. Pour la pose des dalles, l'entreprise a trouvé l'idée géniale. Donc, euh, en conception, on n'était pas sur cette configuration, mais avec la discussion d'entreprise, on a trouvé cette solution qui est pas mal. En fait, on a la pose à la grue de l'élément là, et on a des fixations métalliques là pour assurer le nivellement, et on a des écarts aussi également. Donc, les deux, ça permet de niveler la dalle à l'avancement. Et il y a également des bossages en béton juste pour permettre l'écalage de la dalle pour arriver à un nivellement correct sur l'ensemble de l'ouvrage. Et le résultat il est plutôt génial, je ne dis pas que extraordinaire. Donc ça, c'est l'élargissement sous le tablier. On voit bien qu'on n'a pas de configuration, on n'a pas défiguré l'ouvrage. Au contraire, je pense voilà, qu'il y a des silhouettes intéressantes. Ça, c'est côté garde-corps et ça, c'est au niveau de l'élargissement. Donc, c'est un revêtement asphalte au-dessus de la dalle d'élargissement. Ça, on le voit bien, la langrine d'encastrement qui servait pour encastrer la dalle bifib et la pose les poteaux lac. Petite remarque, on a une pose de voie sans revêtement, donc pour alléger l'ouvrage. Donc, on a opté quand même pour une pose classique pour éviter la pose réduite ou pose collée. Donc, c'est une pose classique, c'est une pose directe sur l'ouvrage, pose classique, mais sans revêtement pour optimiser le poids. Et également, c'est la proposition d'entreprise parce qu'on a vu des goujons, on était bien otage entre les éléments là, et ça, c'est en bifip. Donc, un élément, donc il arrive avec ce boudin, entre guillemets, fixé sur un élément, et l'autre côté, c'est mâle femelle, quoi. Donc, entre les deux. Mais ces éléments en béton en bifip. C'est un anti-pianotage, quoi, non, c'est ça. Exactement. Euh, voilà, donc on a terminé la présentation. Conclure, il y a Non, mais juste dire que finalement, les travaux se sont bien déroulés. Il y a eu de difficultés particulières, je pense, sur quelque chose qui est quand même complexe, hein. C'est on était pas mal challengé, mais on a travaillé vraiment en bonne intelligence avec l'entreprise. avec l'entreprise également. Et puis, tiens, tu peux revenir sur l'image là. Cet élargissement en BFUP me fait penser à quelque chose qu'on a vu au congrès BFUP de Menton 2024, Oui, c'est ça. Oui. où nos amis suisses, bah, ils ont fait un élargissement en BFUP avec des bracons également, en BFUP. C'est pas mal, hein, mais des bracons qui ne sont pas encastrés en C'est pied. contact. C'est vraiment que le contact. Mm. Le résultat, esthétiquement, est aussi pas mal, hein, Oui, sur le. Bon, donc là, nous, on a préféré de ne pas mettre de bracon, mais de garder que la dalle BFUP. Le résultat,
il est bien. Je pense que il y a eu une bonne collaboration effectivement entre le maître d'œuvre, l'entreprise et le maître d'ouvrage hein, sur le sujet. Et puis, donc, ce qui a permis de donc la ligne a été inaugurée en février de cette année. Hein. Donc, voilà. Merci à tous pour votre écoute. Et puis, on est là pour répondre aux questions. À toi, Benjamin, peut-être, si tu en as déjà. Ouais, merci, merci pour cette belle présentation. Effectivement, hein, j'invite les spectateurs à poser leurs questions dans la partie questions-réponses. Hein. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais et puis on est en petit comité pour l'instant, donc on pourra éventuellement donner la parole. Moi, j'ai une première question. L'ouvrage, alors, excusez-moi, j'ai pas noté la date de réalisation, mais est-ce que vous sauriez poser la question du revêtement asphalte si la note du CEREMA sur l'étanchéité en BFUP était parue avant la réalisation? La note du CEREMA de début de cette année. Ouais, Alors, enfin, certainement, il y avait un sujet de ne rien mettre. Donc, on a proposé cette solution de finition BIFUP avec la régularité pour éviter le glissement. Et on l'a proposé, même on avait un élément de témoin. Et malheureusement, le maître d'ouvrage et l'architecte n'ont pas suivi la recommandation. On a poussé pour faire une dalle finie, son étanchéité, son revêtement. bien sûr. Si j'ai bien répondu à la question, c'est ça? Après, il y a toujours quand même, il y a toujours un point critique là, c'est les joints entre dalles, en fait. C'est le traitement des joints. Enfin, ouais, c'est l'architecte qui a dit que chaque. Étanchéité, je parle. Non, mais c'est parce que on repose quand même sur l'encorbellement existant auquel on n'a plus accès. Donc, s'il y a infiltration, c'est ça notre sujet, en fait. Hum. Ouais, si j'ai remis à la photo, oui, c'est après. Voilà. Si on va finir là, on aura 6 juin. Et voilà. On a abordé le sujet de étancher la console aussi. Donc, l'entreprise était partante. Mais on va Ouais. régler ce débat-là. Mais la prochaine fois, il y aura quelque chose. Maintenant, on a prévu de jouer un conjugué avec. Ouais, de toute façon, le BFUP il est étanche par lui-même, mais le point délicat, effectivement, le point faible, c'est toujours le traitement des joints. Voilà. Ils ont Alors, prévu le même traitement avec un gravure comme le fait Ouais. le caisson, mais c'était pas accepté. Mais pas- j'ai un commentaire, hein, je pense, sur ma question dans le chat. Hein, Ouais. Jean-Michel Torrenti, hein, qui fait la remarque également que dans la mesure où il y a aussi de la circulation de vélos, on pouvait se poser éventuellement la question de la surface et puis comme on est sur un béton fibré, du risque de crevaison. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions dans le... Sans réflexion. Ouais, j'imagine qu'on aurait pu peut-être trouver quand même quelques solutions, mais euh, est-ce que vous avez donc je m'adresse maintenant aux spectateurs, est-ce que vous avez d'autres questions sur cette belle opération? N'hésitez pas éventuellement à lever la main et puis je pourrais vous laisser la parole. On Tout est va poser une extrêmement clair. question. N'hésitez pas. Hein. Bon, si c'était à refaire, hein, est-ce que Hein. vous retenez la même solution ou... Vraiment, oui. Ah, Au alors, mieux. non, non, alors voilà, j'ai une question qui évoque le bilan carbone de l'opération. Est-ce que déjà, alors je la complète, est-ce qu'il y avait d'abord une exigence du maître d'ouvrage? Alors en dehors du fait d'apporter des, des mobilités douces et collectives sur l'ouvrage, liées à l'usage de cet ouvrage, mais en tout cas le bilan carbone sur l'opération. Est-ce qu'il y avait une exigence ou est-ce que ça a été réalisé, proposé?
Alors, exigence pour le bilan carbone de structure, elle n'était pas imposée. Donc, on a côté insertion environnementale, protection du site, l'ordre sociétal, par exemple, le bas vert, c'était ça à imposer. Par contre, bilan carbone de structure, non. Mais nous, on a mis en avant ce bilan carbone, notre analyse. En fait, si on prend la solution de l'EPS scénario 1, on n'a que le renforcement, donc on ne change rien en ouvrage. Si je prends la solution élargissement entre ces deux-là, on a des renforcements. Donc, au bilan carbone, on est assez proche point de vue structure. Cependant, si je prends le scénario 2, 3 et 3 bis, on divise par le carbone par 1,5 jusqu'à 3 fois par rapport à ces deux solutions au niveau bilan de carbone. Et au-delà, c'est là aussi qu'au niveau du bilan de carbone, on le voit bien par rapport à une solution avec les bracons, on est presque, on est pas divisé tant qu'on est presque 70% entre les deux et surtout à long terme au niveau de l'entretien, il n'y a pas photo entre les deux. Donc cette notion de bilan de carbone, d'ailleurs, je l'aborde d'essai. Voilà, optimisation de vélo carbone par rapport à cette solution. Donc, on a abordé ça dans notre analyse multicritère. Ça faisait partie de l'analyse multicritère. Multicritère, Donc, ce mais, paramètre, ouais. ouais. Mais pas sur le projet, il n'y a pas d'exigence sur du côté maîtrise d'ouvrage. Ok, merci pour cette réponse. Alors, j'ai une autre question alors, j'ai pas le nom spectateur anonyme. Pourquoi justement, je pense qu'on peut rester sur ce slide. Pourquoi les largeurs de voie VL, PL et secours sur ouvrage ont été conservées à 8 mètres plutôt que passer à 7 mètres, par exemple, pour avoir 3 mètres 50 de voie? Alors, je reviens. En fait, l'orage actuellement, elle fait même, enfin, avant l'élargissement, elle fait 8 mètres. Donc, la même chose parce qu'on a gardé, parce que si l'orage est un vécu, il y a le véhicule de secours, donc il y a le passage. Donc, le mode d'orage, il dit que je reste l'état équivalent, comme ça, je n'aurai pas de souci dans le futur s'il y a un problème de passage. Donc, on a resté l'équivalent de l'état actuel avant la réalisation, quoi. C'est ça, c'était l'idée. Donc, il dit ça fonctionnait déjà actuellement. On reste sur une configuration équivalente pour la partie chaussée. Et merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, vous avez les auteurs du projet, donc c'est maintenant qu'il faut poser les questions. Alors, attendez, ça arrive, je crois. C'est dans le chat, je crois. Alors, c'est dans le chat, il y a une question dans le chat de Monsieur Dormand. Affiché. Le principe de pose et de réglage fin des éléments préfab pour reprendre les irrégularités. Ouais, ça c'est intéressant comme question. Eh ben, Azouz. Ouais, comment ça, c'est le réglage et tout ça, là. donc, ouais. C'est vraiment une très bonne question parce que c'est vraiment un sujet on a passé un peu de temps pour définir la méthode et avec les entreprises et qu'on a quand même quelques difficultés. Que je expliquais, on a des tissus scellés dans l'existant avec cette plaque. En fait, il y a au niveau de la télémétrie, ça qui, en fait, c'est réglable dans le sens de la hauteur. Et on a aussi des écarts là qui fait le réglage en plan. On le voit pas très bien ici, mais peut-être je vais zoomer. Ouais, si vous voyez l'écart ici, Ah ouais, ouais. vital. Donc ça permet de régler En plan. en plan et ça, il règle en altimétrie. Mhm. 3 points. Et on a de premiers réglages au niveau de la grue. Et on a, je sais pas, il y a une photo qu'il y a des bossages. Voilà, ce bossage béton là, ça c'est le premier nivellement qu'on réalise, on l'altimétrie, Ouais. on prend l'épaisseur de la dalle là, que vous voyez ici. Donc ça c'est le premier réglage. Donc on pose la dalle au-dessus. Et après, il y a le deuxième réglage avec ce système, les vis de ce côté en plan et en altimétrie. C'est assez basique, mais c'est vraiment très complexe. L'idée de l'entreprise, enfin,
Donc, pas fait avant, donc c'est beaucoup de réflexion pour trouver ce système. Je ne sais pas si la réponse est assez claire. Euh, oui, j'imagine que oui. Alors, je vois pas d'autres questions pour l'instant arriver. N'hésitez pas. Ah, il y a une main levée. Je vais essayer de vous donner la parole. Alors j'ai une première question peut-être avant de donner la parole à Monsieur Dormand. Dans l'espace sous les dalles, est-ce que ça a été comblé? Ou injecté plutôt? Non, il n'y a pas d'injection. Alors, je crois que... Attendez, je vais essayer de donner la parole. Prendre le temps. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Dormand. Euh, je pense que normalement, vous devriez pouvoir vous exprimer. Oui, bonjour. 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 Oui, Didier Armand, Ingérop. Effectivement, enfin, je pense que vous avez un peu répondu quand même à la question. C'était pour l'interface finalement entre l'extrado de l'existant et l'intrado finalement des dalles en BFUB que vous avez posé par la suite. Ça reste, il y a une lame d'air en fait, il y a pas de matage, il n'y a rien du tout. Donc en fait, on se retrouve Exactement. avec des dalles en appui très ponctuel, quoi, très localement. Tout à fait, exactement. D'accord? Et donc, dans le cadre de la modélisation, au niveau de la descente de charge, vous en avez tenu compte ou pas du tout? Du fait que finalement, vous appuyez que localement sur le tablier et non pas de façon surfacique finalement. Alors, on a fait deux calculs. On a calculé que la dalle on castrait et on a pris cette configuration. Donc, il y a un calcul enveloppe. C'est ça, Oui, après, les nervures sont quand même assez approchées, donc mettre une charge linéaire, c'est pas forcément étant. Mais on a posé la question en tous les cas, à l'époque, cette question qui s'était soulevée. D'accord. Donc en fait, vous reposez au niveau des nervures, quoi. Au niveau des nervures et au niveau des points d'attache entre deux éléments successifs. Ça fait un appui tous les 1 mètre, donc c'est quand même assez linéaire, finalement. Oui, non, non, mais et donc, parce qu'après, de l'autre côté, on voit qu'il y a des armatures en attente. Donc là, vraisemblablement, il doit y avoir une longrine, c'est ça, qui va être Ouais, coulée par la c'est suite, avec zone de clavetage, c'est ça? C'est c'est ça. ça. Euh, L'encastrement, il est là, il se fait là. C'est elle qui tient tout, en fait. Si on Ouais, veut. la langue, c'est en console, en fait. Alors, Et au droit de chaque nervure, on n'a pas trop parlé, mais il y a des barres verticales inox qui traversent le ourdi existant. vous voyez la longrine là? C'est de la longrine Oui, filante, oui, 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 oui. castrée. Ils sont noyés dans la longue. Et je reviens sur le plan pour montrer la tige. Voilà, c'est ça. détail là. Ouais. Euh, Il y a où le détail? Oui, en fait, c'est le principe un peu contre-corniche, enfin, classique, quoi. C'est un peu ça. Quand on vient mettre une oui, c'est corniche. ça, exactement. Oui, tout à fait. Oui, il n'y a pas ce plan-là. Elles sont pas dessinées là, mais Je sais pas, d'ailleurs, j'ai pensé les récupérer. elles sont dessinées là, tu vois les carrés. C'est ça, voilà, on voit ici. Et, Ouais, mais t'as pas le détail avec l'ordi. C'est ça. ouais, Ouais. je peux afficher les plans. Non, mais c'est bon. Enfin, je sais pas. C'est sur la photo, on les voit là. Il me semble les trous, non? Pour ça. Sur celle d'avant, là, quand tu avais là. C'est en cours de pause. Ouais. Et vous avez combien de épaisseur finalement de bossage sur lequel vous posez vos éléments préfa? Elle fait 50 parce qu'il fait, enfin, côté esthétique, il faut qu'il supporte les potolacs. Esthétique. C'est de la longrine, en fait, ouais. Non, mais les bossages, c'était les petits bossages. Ah, les bossages de nivellement? C'était très variable, mais c'était dans les, je crois, 50 mm. 50 mm maximum. Mais ils étaient justement très variables vu le profil en long du tablier, là. Vous parlez de ça? Les petits plots, là. C'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est pour ça que je dis au moment qu'on a déposé les corniches avec le corniche béton, on s'est rendu compte qu'il est vraiment déformé. C'est là qu'on se trouve. Le profil était pas terrible, d'ailleurs. Ces plaques là sont pas assez suffisantes pour niveler. Donc, ça, on a éliminé, on va dire, 5 cm de nivellement avec ces plots. Mais maximum, c'était 5 cm, ces plots-là. Et Ouais, il y a que là, des tu trous, prends on ne les voit pas encore, les tiges, là.
Non, il est passé par Non, mais le trou qui devait être fait, mais la barre n'était pas encore mise. C'est ouvert avant, quoi. Enfin, il n'y a pas de, il y a rien de colmaté à cet endroit-là. Ok. Alors, ce système passerelle rapporté interroge toujours et se pose la question aussi de finalement est-ce que le fait que du coup on n'ait plus accès au tablier, enfin en partie supérieure, en partie, est-ce que le sujet de la durabilité de cet ancien tablier, est-ce que il y a moyen ensuite d'aller regarder comment évolue la durabilité de cette partie? On peut passer un endoscope. Oui, c'est la question qui s'était posée. En fait, nous, on n'a pas voulu injecter comme ça pour ses besoins, sachant que le caisson, il est un pente vers l'extérieur. Donc, quel que soit, il n'y aura pas de stagnation d'eau. L'ouvrage, il est en divers unique vers la passerelle. Bah, c'est peut-être aussi le fait que si vous laissez un petit peu d'espace comme ça en dessous, il peut y avoir. Enfin, j'aurais tendance à dire ça pourrait quasi servir. Alors 5 centimètres, c'est pas beaucoup, mais on pourrait avoir plein de trucs qui viennent se greffer dedans, quoi. Non? Ah, les chauves-souris, oui. Ça pourrait venir. Oui, mais ça, Alors, je sais pas c'est. si Ah, dans c'est 5 bon. centimètres, mais peut-être. Ah, Bon, c'est peut-être une bêtise, mais écologiquement parlant, ça peut être vendeur. Oui, Mais ah, exactement, on a parlé de ça. C'était. Voilà. Donc, même, ils ont demandé de faire. Pardon. c'est vrai? Oui, oui, c'était parmi le. On a mis sur Schumann des appareils qui s'appellent comment j'ai oublié le nom. Voilà. Pour Pour les chauves-souris? Oui. Mm. Sur Ouais. Schumann, sur un autre ouvrage. Des nichoirs, Le peut-être? choix, exactement. Pardon. hum. Ouais, c'est très. Merci. Ok. Est-ce que d'autres participants ont des questions à poser? Une main levée, un chat, un message dans les questions-réponses. Hello, si tu veux me dire, c'est bon. Alors, je vois plus de mains levées, pas de regret. Eh bien, Bon, vous avez écoutez, nos coordonnées, n'hésitez pas, même plus tard, passer par la GC. bah, écoutez, de toute Pour répondre à façon, vos questions. ouais, de toute façon, donc le replay de ce soir sera mis à disposition dans les jours prochains. Donc, ça va peut-être susciter d'autres questions et puis effectivement des retours auprès de vous, de personnes qui seraient intéressées par la solution qui a été mise en place. Je vous remercie pour cette présentation et du temps que vous nous avez consacré. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bel été. Les webinaires de la FGC vont reprendre, mais c'est à partir du mois de septembre. Le 3 juillet, on va partir au UK puisqu'on va avoir une présentation dédiée à un ouvrage sur la ligne HS2 par les équipes de Vinci et de Sistral. Et le 10 septembre, on aura, comme l'indiquait Didier Brasilier, la suite des présentations du concours jeune avec une présentation du Grand Prix du public qui est consacré aux embases gravitaires de Fécamp et les travaux sur Notre-Dame également. Voilà, il me reste à vous remercier et puis à vous souhaiter un bel été. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.